On se retrouve tout de suite sur les questions de l'actualité juridique pour les familles françaises aux US. Se marier, avoir des enfants, divorcer, autant de choses qui arrivent aussi aux expatriés et qui est souvent un peu plus compliqué à vivre quand on n'est pas dans son pays d'origine. Et on a le plaisir aujourd'hui de retrouver Anne-Carole et Hélène. Merci à vous deux de nous rejoindre. Vous êtes toutes les deux Bonjour. cofondatrices du réseau FanLaw. Vous êtes les deux avocates. Alors, Anne-Carole est avocate au barreau de Paris, qui est depuis 12 ans spécialisée en droit de la famille et spécialement en droit matrimonial au niveau international. Hélène, qui est au barreau de New York, est spécialisée également en droit international de la famille. Alors, vous avez une présentation riche que Anne-Carole va commencer par nous présenter. Mais je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes sur Facebook ou sur YouTube, tout simplement dans les commentaires, et à prendre rendez-vous avec nos deux speakers, tout simplement en scannant leur QR code quand elles prennent la parole. Et tout à l'heure, je remettrai aussi la page avec les QR codes. Anne-Carole, je te passe tout de suite la parole. Merci Clément. Alors effectivement, Hélène et moi avons décidé de créer ce réseau parce qu'on s'est rendu compte que les problématiques des familles françaises aux États-Unis étaient très particulières et qu'elles nécessitaient à la fois une connaissance et une pratique du droit et du droit de la famille, à la fois côté français et côté américain. C'est aussi parce lorsqu'on s'expatrie, on s'imagine assez vite qu'il va y avoir des différences culturelles, des différences de nourriture, des différences de culture, etc., etc. Mais on imagine rarement, ou en tout cas on n'anticipe pas forcément tout le temps, les différences de culture juridique. Et c'est ces différences de culture juridique qui vont parfois créer des couacs, et on s'en rend compte malheureusement au mauvais moment. Alors, on a décidé, Hélène et moi, de faire des conférences qui permettent effectivement aux familles françaises d'avoir connaissance des difficultés qui peuvent se poser pour qu'elles puissent anticiper dans la mesure du possible. Quant à l'actualité, effectivement, malheureusement, les familles aux États-Unis, les familles françaises comme les autres partout dans le monde sont malheureusement très impactées également par la crise sanitaire actuelle, et donc on reviendra au fil de la conférence sur les points en fait qui sont plus particulièrement affectés par la crise sanitaire actuelle. Naturellement, il y a énormément de questions en droit de la famille. On ne va pas pouvoir toutes les évoquer lors de cette conférence, mais bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions précises, soit à les poser par l'intermédiaire de Clément, soit à prendre rendez-vous ensuite pour qu'on puisse vous répondre. Je laisse la parole donc je vais revenir donc sur les points principaux qu'on va évoquer durant cette conférence. Ce sera donc les questions qui nous reviennent le plus souvent, qui sont relatives au mariage, qui sont également relatives au divorce et à la séparation. Et puis enfin, on évoquera un sujet qui peut concerner malheureusement plus que d'habitude dans le cadre de la crise sanitaire aujourd'hui, c'est que faire en cas de maladie, en cas de fin de vie, et pour anticiper sa succession et un éventuel décès. Je laisse donc la parole à Hélène qui commencera par nous parler du mariage. Bonjour à tous. Donc, sur le mariage, ça va être relativement rapide, mais on voulait le clarifier. On a beaucoup de questions. On a parfois des clients qui se marient 2 fois, une fois aux États-Unis, une fois en France. Qu'on soit très clair, on se marie une seule fois. Le mariage, c'est une institution qui modifie votre statut personnel. Donc, dans la vie, on est soit célibataire, soit marié, soit divorcé. Si vous êtes marié dans quel que soit l'État où vous êtes marié, votre mariage est reconnu dans les autres États. D'accord? Si vous vous mariez en France et que vous vous remariez aux États-Unis, même avec la même personne, ce deuxième mariage n'a absolument aucun impact. C'est uniquement le premier mariage qui compte, enfin le seul, puisque vous êtes déjà marié quand vous vous remariez. Maintenant, ce que parfois il faut envisager, c'est l'effet par rapport au tiers. Être marié, c'est une chose qui vous concerne vous et votre époux, et ça a des conséquences qu'on va voir tout au long de cette présentation sur vos obligations et vos droits par rapport à votre époux, conjoint. En revanche, par rapport aux tiers, et je pense notamment aux créanciers éventuels, la question de la transcription devient importante, et c'est pour ça que quand il y a un mariage et que ce mariage a lieu
À New York, par exemple, on encourage les personnes à entreprendre un certain nombre de démarches en amont, notamment l'enregistrement au consulat de Washington, pour que ce mariage américain soit retranscrit, il ne s'agit pas d'un deuxième mariage, mais soit retranscrit sur vos états civils en France, et donc opposable aux tiers, notamment opposable aux créanciers. C'est extrêmement important, et il faut penser à la même chose au moment du divorce, il faut retranscrire le divorce en France pour qu'il soit opposable et que les créanciers ne puissent pas venir contre vous pour une dette de votre ex-conjoint. Si vous n'avez pas retranscrit, ils peuvent estimer que, n'étant pas informés juridiquement de votre divorce, vous êtes aussi redevable de cette dette maritale. Anne-Carole, dis-moi si tu veux rajouter quelque chose. Non, je voulais juste préciser, dans le cadre de l'actualité, on a pu voir des mariages qui ont été célébrés à New York à distance. Je précise que si jamais un nouveau confinement se dessinait ou que pour les personnes qui ont l'intention de se marier, vous trouviez confronté à cette possibilité, sachez que en l'état, le mariage à distance n'est pas reconnu et ne pourra pas être transcrit auprès de l'état civil français. Donc, ça peut poser de grosses difficultés et s'il est possible de faire autrement, c'est beaucoup mieux. Très bien. Je me permets juste d'interrompre. Oui. Il me semble que vous avez une présentation que vous avez à défiler. Oui. Est-ce que, il me semble que c'est toi, Anne-Carole, qui l'a. Est-ce que tu peux faire share? Ah, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Alors, c'est étonnant. On ne le voit pas. Pour qu'on puisse la mettre. Alors, je vais ressortir, mais... Hop. Alors, on va pouvoir l'ajouter tout de suite. Et après, il faut que tu partages simplement l'écran général que tu as. Et sur le oui, et c'est ce que j'ai. Je suis désolée, hein, je le mets. Pour moi, ça m'indique que ça partage, en fait. Hein. OK, sur ton écran. Ouais. Alors, on va peut-être continuer, on va regarder ça derrière. Si vous voulez poursuivre, on va trouver une solution. Donc voilà, simplement sur le mariage, donc voilà, cette difficulté sur la distance. Alors, je vais relancer le diaporama si jamais vous arrivez à trouver une solution. Sinon, j'essaye pendant que tu parles. Donc, la question du régime matrimonial est importante pour toutes les familles qui s'installent ou qui sont installées aux États-Unis. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des notions très différentes entre la France et les États-Unis, voire même il n'existe pas de régime matrimonial aux États-Unis. Or, c'est très important parce que non seulement ça détermine l'organisation du patrimoine des époux durant le mariage, mais également ça a des conséquences importantes sur la répartition des biens en cas de séparation, en cas de divorce et également en cas de décès. Ça a des conséquences importantes sur les successions, les héritiers et la dévolution successorale. En France, on a l'habitude on connaît assez fréquemment la communauté réduite aux acquêts qui est le régime légal qui s'applique sans contrat. En revanche, on connaît un peu moins peut-être la séparation de biens et puis la participation aux acquêts communauté universelle qui peut être utilisée par contrat devant notaire. Mais surtout, la question qui se pose en fait pour les familles françaises, c'est quel régime matrimonial sera considéré comme applicable à leur mariage dans le cadre d'une procédure qui pourrait avoir lieu aux États-Unis. Or, quand il n'y a pas de contrat, on voit souvent des gens qui se disent « Ah non, mais moi je suis français, je me suis mariée en France, je suis donc soumis à la loi française. » Eh bien non, le juge américain considère qu'il en va autrement et qu'en réalité, il n'y a aucune raison qu'il n'applique pas la loi américaine, surtout si il n'y a pas eu de contrat de mariage qui a été fait par les époux français. Donc, on vous invite évidemment à conclure un contrat de mariage, soit un contrat français si vous en avez déjà un. Hélène pourra repréciser à la fin de mon intervention
les modalités qu'il faut suivre et qu'il faut tenter de suivre si vous faites un contrat français ou si vous avez un contrat français. Mais le mieux, si vous êtes aux États-Unis et que vous entendez y rester, c'est peut-être aussi de prévoir un contrat de mariage américain. Côté français, il faut également faire attention quand on s'expatrie, parce que la France, en l'état du droit actuel, considérera que si vous êtes marié juste avant de partir, par exemple, je donne un exemple assez fréquent de gens qui se marient pour des questions de visa, qui se marient juste avant de s'expatrier aux États-Unis, et qui en fait établissent leur première résidence commune après le mariage aux États-Unis, eh bien en France, on considérera qu'ils sont mariés hors contrat de mariage sous le régime de la loi américaine. Alors, il y a plusieurs types, on ne peut pas malheureusement faire état de toutes les lois et les types de régimes de tous les États-Unis, mais grosso modo, il y a les États qui sont plutôt communautaires comme en France, qui sont vers la côte ouest, la Californie par exemple. Et puis, il y a les États comme à New York, qui sont les États d'Equitable Distribution, qui sont pendant le mariage proches du régime français de la séparation de biens, mais en cas de divorce, qui sont en réalité une séparation qui peut être plutôt, qui doit être équitable et qui est en réalité à la discrétion du juge en fonction du dossier et des éléments. Donc, gros focus sur la question du régime matrimonial. Si vous êtes marié, si vous installez ou vivez aux États-Unis, pensez-y et pensez surtout à faire un contrat de mariage ou à tout le moins un choix de loi applicable. Est-ce que là, vous avez la présentation? Oui, c'est parfait, impeccable. Très bien. Ouais. Très bien. Moi, je voulais juste préciser quelques éléments par rapport au régime matrimonial. C'est vrai que c'est un concept qui, en fait, n'existe pas en droit américain, enfin, dans les pays de droit anglo-saxon de manière générale. Donc, selon l'État où vous êtes, mais je vais prendre l'exemple où moi, je suis avocate au barreau de New York, sur la côte Est et notamment à New York, le principe, c'est que pendant le mariage, chacun gère son patrimoine librement. Ça s'apparente à ce qu'on appelle en droit français une séparation de biens. Au moment du divorce, s'il y a divorce, le juge partagera les marital assets acquis pendant le mariage de façon équitable. À ce moment-là, ça s'apparente plus en fait à une communauté française. Mais le contrat de mariage, en fait, est la seule chose, contrat de mariage ou prenup ou post-nup, si vous n'avez pas pu en faire, est la seule chose qui peut vous garantir, vous protéger contre l'instabilité juridique que peut entraîner votre situation cross-border. Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que le contrat de mariage français est opposable en principe, enfin, sauf exception, à New York, et le prenup ou post-nup est opposable en France sous certaines réserves. Donc, c'est quelque chose qui vous donne une stabilité juridique et c'est donc très important. Et c'est en plus modifiable dans le temps. Donc, si votre situation change pendant votre mariage, vous pouvez évidemment modifier aussi votre contrat de mariage. Vous n'êtes pas déterminé une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour le régime matrimonial. On va maintenant aborder les questions du divorce et de la séparation. Pourquoi divorce et séparation? Parce qu'il y a certaines questions, notamment celles des enfants, qui peuvent être abordées en dehors de tout divorce. Il y a des couples qui ne se marient pas et qui ont quand même des enfants ensemble et qui doivent quand même gérer l'avenir de leurs enfants entre eux. Donc, sur le divorce à proprement parler, ce qui est très important, c'est de comprendre que le juge qui est compétent sur le divorce ne sera pas forcément également compétent sur les enfants ou sur les obligations alimentaires, qui sont donc le child support pour les enfants et le spousal support pour l'époux, ou devoir de secours ou contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en droit français. Donc, ce sont chaque élément est donc divisible l'un de l'autre. Je prends un exemple, on peut divorcer en France et avoir pourtant la question des enfants gérée par un juge new-yorkais ou américain parce que les enfants résident dans l'État américain en question. L'autre point important, c'est qu'on peut avoir un juge américain compétent sur votre divorce et dans la même en même temps, on peut avoir un juge français compétent sur le même divorce. C'est ce qu'on appelle une situation de litispendance. Donc, il est tout à fait possible de pouvoir avoir deux juges différents compétents sur le divorce. Et dans ces cas-là, on est dans une course judiciaire entre les deux États. Ça se voit parfois quand les enjeux financiers sont très, très différents d'un État à l'autre. Alors, l'État qui a le plus intérêt à saisir les États-Unis saisira les États-Unis.
et l'État, l'autre, la France. Et on est dans une course judiciaire entre les deux États. Donc, c'est parfois important de pouvoir réfléchir en amont quel juge je saisis et comment je fais pour garantir la saisine de ce juge en particulier. D'autant plus qu'on n'a pas le droit de saisir, de déterminer en amont la compétence judiciaire. En revanche, on a le droit de déterminer la compétence légale, c'est-à-dire que dans un contrat de mariage, on peut dire je veux que la loi française ou la loi américaine de tel État, évidemment la loi américaine ça ne veut rien dire, la loi new-yorkaise ou la loi californienne s'applique à mon patrimoine. Ce sera toujours à mon patrimoine et à mon divorce. Les enfants, encore une fois, c'est autre chose. Donc ça, c'est très, très important. À défaut de contrat, un État américain appliquera toujours sa loi à lui. Il faut savoir que les pays de droit anglo-saxon ont un droit international peu développé. Ils appliquent très rarement les droits d'autres juridictions. En revanche, en France, qui est un pays de droit civil, il y aura une prise en compte beaucoup plus large des liens que votre famille pourrait avoir avec d'autres États, et la France pourra éventuellement décider d'appliquer la loi d'un autre État, notamment, par exemple, si vous vous êtes installé aux États-Unis après votre mariage, un juge français pourra décider d'appliquer la loi américaine à votre, hors contrat de mariage, à votre divorce. Anne-Carole, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, et sinon je te laisse intervenir sur la question des fondements du divorce. Oui, merci. Alors, juste un point, effectivement, je l'ai brièvement évoqué lors de l'exposé sur le régime matrimonial, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si vous n'avez pas de contrat de mariage et que vous vous dites qu'il faut régler la question, c'est de faire un choix de loi applicable. C'est-à-dire que c'est important pour la France parce que, comme Hélène vient de vous l'expliquer, en France, un juge français peut appliquer une loi étrangère. Donc, vous pouvez dans le cadre auprès d'un notaire français, faire un contrat qui concerne uniquement la loi applicable et qui est donc possible après le divorce, contrairement au contrat de mariage. Et nouveauté Covid, il est possible de faire ces démarches, contrat de mariage et choix de loi applicable à distance. Donc, ça peut être intéressant pour vous de prendre contact auprès des professionnels français pour pouvoir faire ce choix de loi applicable. Alors, brièvement sur les fondements du divorce, en réalité, même si les noms et les appellations juridiques sont différentes, on est quand même sur à peu près les mêmes fondements. Il y a des divorces qui sont fondés sur en fait, il y a en France, il y a vraiment deux catégories, les divorces contentieux, c'est-à-dire les divorces où il y a un conflit, où il y a un juge qui intervient, et le divorce par consentement mutuel. À New York également, vous avez le divorce pour faute, pour altération du lien conjugal, comme en France. Et puis, vous avez aussi le divorce par consentement mutuel. Alors, qui s'appelle uncontested divorce. Je voudrais revenir sur le consentement mutuel extrajudiciaire français, qui pourrait être intéressant, pourrait avoir intéressé certaines familles françaises expatriées aux États-Unis. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas du tout de garantie de la reconnaissance d'un divorce extrajudiciaire aux États-Unis. A priori même, d'après les décisions qu'il y a pu avoir ailleurs dans le monde, il y a même des possibilités, alors que les États-Unis reconnaissent les divorces extrajudiciaires d'autres pays, que ce ne soit pas le cas pour les divorces par consentement mutuel français. Donc, généralement, ça nous est arrivé en fait de faire des consentements mutuels, mais uniquement pour des gens qui avaient pas de biens, pas d'enfants et qui envisageaient un retour en France très prochain, évidemment avec les deux époux qui étaient de nationalité française. Mais je tire la sonnette d'alarme parce que je vois encore en France des gens qui disent non, ils ont trouvé des avocats qui leur ont proposé de faire des consentements mutuels alors qu'ils avaient des liens avec les États-Unis. Et c'est vraiment dangereux parce qu'on n'anticipe jamais tout ce qu'il est possible d'avoir comme difficulté, y compris en post-divorce, parce qu'on ne sait plus qu'on avait fait tel prêt à la consommation aux États-Unis et puis qu'il manquait quelques centaines d'euros à rembourser, et puis parfois qu'on a fait des déclarations
à l'IRS et puis on se retrouve, ça nous est arrivé, une cliente qui est rappelée à l'ordre plus de 5 ans après par les services fiscaux américains. Donc faites bien attention à ne pas utiliser ou alors très très précautionneusement ce divorce extrajudiciaire lorsque vous avez un lien avec les États-Unis. Hélène, tu veux rajouter quelque chose sur les fondements du divorce? Je voulais juste indiquer qu'effectivement, à New York, il y a plusieurs fondements de divorce pour faute, et il y a plusieurs types de divorce pour faute, mais en gros, sauf violence conjugale grave, les juges vous encouragent à divorcer sans faute. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé entre les époux dans leur mariage qui conduit au divorce, ça ne les intéresse pas, sauf fait très grave de violence, par exemple. Et on va de plus en plus vers, et je crois qu'en France, c'est aussi le cas, on va de plus en plus vers des divorces sans faute, où on essaye de régler juste les termes du divorce. Et c'est pour ça que ça expliquera aussi, et notamment aussi avec le Covid, un retour plus grand à la médiation. Là, je suis sur le slide de la procédure. Bon, Anne-Carole, on a un peu parlé déjà, donc on a pas mal d'éléments. Je pense qu'en France, peut-être Anne-Carole vous reprécisera des éléments parce qu'il y a une réforme judiciaire qui est en cours et qui est prévue pour janvier 2021. Aux États-Unis, on a effectivement des divorces contested où les parties ne sont pas d'accord sur certains des termes de leur divorce, que ce soit le spousal support, le child support, la custody ou le partage du patrimoine. Et puis, on a des divorces uncontested. Donc là, les époux vont rédiger un accord qui sera ensuite homologué par le juge. Ça prend pas mal de temps actuellement à cause du Covid, mais bon, de toute façon, l'accord est opposable aux parties, quand bien même le divorce ne serait pas homologué derrière. Et encore une fois, le recours à la médiation est de plus en plus généralisé. C'est une bonne chose, souvent. On ne recommande pas la médiation pour les couples où il y a un rapport de pouvoir important entre de l'un sur l'autre, une domination, parce que dans ces cas-là, la médiation est vouée à l'échec. Mais pour un couple qui a une entente à peu près équilibrée, mais qui a juste des difficultés à régler les termes de son divorce, ça peut être une bonne solution d'avoir recours à la médiation. Il y a aussi des médiations internationales qui peuvent être mises en place. Anne-Carole, je te laisse parler peut-être de la réforme de 2021. Oui, alors effectivement, cette réforme, elle était prévue initialement en janvier 2020, puis elle a été repoussée en septembre 2020, et puis finalement, elle n'entrera en vigueur et encore. Peut-être qu'elle sera encore repoussée qu'en janvier 2021. Alors globalement, à part des points de procédure, des points techniques, le divorce français contentieux, en 2 étapes sera maintenu. À quelques exceptions près, il sera possible d'aller plus vite. Ce qui peut être intéressant pour les familles françaises aux États-Unis, c'est que alors qu'aujourd'hui, même quand tout le monde est d'accord pour divorcer en France et que il pourrait y avoir une représentation par avocat, ce n'est pas possible. Les époux doivent comparaître en personne dans le cadre de la première audience qui a lieu devant le juge. Nouveauté, avec cette réforme, vous pourrez être représenté par votre avocat lors de cette première audience qui fixera les mesures provisoires pendant le divorce, et ce qui peut donc être très intéressant pour vous, ressortissants résidents aux États-Unis, d'éviter un voyage parfois un peu compliqué à organiser. Très bien. J'en profite pour rappeler de ne pas hésiter à poser vos questions, que vous soyez en live sur YouTube ou sur Facebook. Vous postez tout simplement dans les commentaires et Anne-Carole et Hélène auront le plaisir d'y répondre dans la foulée. Merci. Merci. Alors, une des questions importantes en matière de divorce, et c'est la reconnaissance de la décision étrangère, donc la décision américaine en France et de la décision française aux États-Unis. C'est un point qui revient souvent. Et alors, sur ce point-là, je précise qu'Hélène vous a expliqué tout à l'heure qu'un accord entre les parties avec leurs avocats aux États-Unis a ce qu'on appelle force exécutoire, c'est-à-dire qu'il est susceptible d'exécution forcée, on peut contraindre l'autre à l'exécuter, ce qui n'est pas le cas en France tant qu'il n'y a pas d'homologation par un juge. C'est important de le savoir, ça peut, et là encore une fois, la crise sanitaire va peut-être faire évoluer les choses dans la mesure où la justice a été fortement ralentie et qu'ils se disent qu'il est possible de faire conclure des accords entre avocats, mais pour l'instant, faites attention. Si vous avez un accord aux États-Unis, il n'aura pas, ou si vous faites un accord en France, il n'aura pas force exécutoire tant qu'il ne sera pas homologué par un juge. Donc, sinon, une fois que vous avez votre décision, la reconnaissance des décisions de divorce américaines est très facile
En France, il faut passer par la procédure de vérification d'opposabilité auprès du procureur de la République. Ça peut être le parquet de Nantes si vous vous êtes marié à l'étranger, ou sinon ce sera le procureur de la République du lieu de célébration de votre mariage. Il y a toujours cette réserve de l'ordre public, c'est-à-dire ne pas contrevenir aux grands principes juridiques français, mais généralement les décisions de divorce américaines respectent tout à fait l'ordre public. Dernier point quand même, si vraiment vous devez obtenir une exécution forcée, par exemple pour la vente d'un bien ou que votre ex-époux ne règle pas la prestation compensatoire et qu'il est retourné en France, dans ce cas, vous serez contraint de faire une procédure qu'on appelle exéquatur qui là est plus longue puisqu'il faut saisir un juge français pour faire exécuter, reconnaître la décision dans un premier temps et ensuite la faire exécuter. Aux États-Unis, c'est une procédure relativement similaire, avec une procédure d'enregistrement auprès d'un juge également. Il faut faire attention parce qu'effectivement, en matière de divorce, vous avez la possibilité de divorcer en France sur votre seule nationalité française, ce qui posera problème aux États-Unis dans la mesure où eux, ils considèrent que leur compétence est liée à la résidence. Donc, ça pourrait poser difficulté pour la reconnaissance d'une décision de divorce française. Est-ce qu'Hélène, tu voudrais rajouter quelque chose sur ce point? C'est parfait. Ça me semble très bien. Alors, je te laisse prendre la parole sur les enfants. Merci. Oui, alors les enfants. Donc là, on arrive vraiment dans le point où ça peut être un divorce ou une séparation. On n'est pas forcé d'être marié. Ce sont les mêmes règles, heureusement, qui s'appliquent pour tous les parents, que les enfants soient nés dans le mariage ou hors du mariage. Donc, le grand principe. Donc, il y a deux éléments auxquels il faut penser quand on pense aux enfants. Il y a un, l'autorité parentale, ce qu'on appelle aux États-Unis la legal custody, et deux, la résidence des enfants, et ce qu'on appelle aux États-Unis physical custody et access. Donc, le principe en France, c'est que l'autorité parentale, elle est conjointe. On ne retire l'autorité parentale à l'un des parents que s'il a commis des actes extrêmement graves, des crimes, et c'est très encadré et relativement rare. En revanche, aux États-Unis, la plupart des États ont mis en place aussi une joint custody. New York a encore comme principe la sole legal custody. Donc, s'il y a des mésentente trop importante entre les parents ou si l'un des parents réside dans un autre État ou encore mieux dans un autre pays, le juge aura plus tendance à donner une sole legal custody à l'un des parents, ce qui veut dire que toutes les grandes décisions concernant l'enfant, et je pense notamment aux questions d'éducation, aux questions de religion et aux questions de santé, seront prises par le parent qui a la legal custody, l'autorité parentale. Donc, voilà, ça c'est très très important. Sur la résidence des enfants, voilà, la règle partout, on va de plus en plus vers un système qui permet aux deux parents d'avoir des droits sur leurs enfants. De moins en moins, on va donner un parent à une mère, comme on faisait plus avant, en délaissant le père. On estime, et en France et aux États-Unis, que les deux parents doivent avoir un accès à l'enfant, et non pas pour les parents, mais pour l'enfant. On estime que l'enfant, c'est son intérêt supérieur d'avoir un accès à ses deux parents, sauf si évidemment l'un des parents est défaillant. Donc, en France, on va de plus en plus vers une résidence alternée. À New York, je vais parler essentiellement de New York, mais je pense que c'est sensiblement pareil dans la plupart des autres États. On va vers beaucoup plus qu'un seul week-end sur deux. On va sur un week-end sur deux et deux nuits par semaine, 1 ou 2 nuits par semaine. Mais le juge va donner plusieurs jours à l'autre parent pour qu'il puisse avoir un lien particulier avec son enfant. Si c'est contesté, c'est là que ça devient des procédures très très lourdes. Les litiges autour des enfants en France impliquent qu'il y a un avocat qui va représenter l'enfant, qu'il y aura une évaluation psychologique de l'enfant qu'on appelle forensic evaluation et qui coûte en général au moins $15,000 et qu'il y aura un parenting coordinator qui aidera les parents à trouver des points d'accord sur l'éducation ou la santé ou la religion de leurs enfants et qui les aidera aussi à mettre en place la résidence de leur enfant dans l'intérêt de l'enfant. Donc, ce sont des procédures très lourdes
Et donc, on voit parfois des accords qui sont faits pour éviter aussi le coût d'une procédure trop lourde. Dans tout état de cause, tout ce qui concerne les enfants, c'est extrêmement important de comprendre que tant qu'il n'y a pas de décision, les deux parents ont les mêmes droits sur l'enfant. En revanche, une fois qu'il y a une décision ou un accord qui a été trouvé, il est indispensable d'en respecter les termes, notamment si, que ce soit en France ou aux États-Unis, si la résidence de l'enfant est fixée auprès de l'un des parents à New York, par exemple, ou à San Francisco, il est évident qu'on ne peut pas transférer la résidence de cet enfant sans l'accord de l'autre parent. Parce qu'on s'oppose alors à une problématique d'enlèvement international d'enfants. Et même à l'intérieur des États-Unis, il y a les règles exactement similaires d'enlèvement d'enfants par d'autres biais, par les conventions interaméricaines. Mais en gros, vous ne pouvez pas changer la résidence de l'enfant. Donc, quand bien même vous êtes français, vous vivez à New York, vous divorcez, vous n'avez plus de boulot, vous n'avez plus de visa, ça ne vous autorise pas à prendre votre enfant et à rentrer en France avec votre enfant. Ça, c'est une procédure qu'on doit faire auprès du juge de la résidence de l'enfant. Si vous êtes en France et que vous voulez rentrer aux États-Unis, il faut faire la procédure devant le juge français. Si vous êtes aux États-Unis, il faut faire la procédure auprès du juge de votre État américain. C'est une procédure très, très lourde. Cette procédure, donc vous devez demander cette autorisation de relocation. C'est très, très difficile de l'obtenir. Donc, en général, vous êtes bloqué quand même, sauf cas exceptionnel. Si vous partez avec votre enfant en dépit de n'avoir ni l'accord de l'autre parent ni l'accord du juge, vous commettez un enlèvement international. Et là, donc, c'est ce que je disais, rentre en œuvre toutes les conventions internationales ou conventions interaméricaines. Avec un point très important, c'est qu'en France, l'autorité centrale française joue un rôle, parce que l'enlèvement d'enfants, c'est un mécanisme qui intervient entre les autorités centrales de chacun des pays, le pays d'où l'enfant a été enlevé et le pays où l'enfant a été enlevé. Les autorités centrales vont se mettre en lien et vont mettre en place une procédure dans le pays où l'enfant se trouve, à tort, d'après le parent qui saisit le juge, pour voir si l'enfant doit être retourné dans sa résidence originelle. Donc, cette autorité centrale a un rôle crucial, mais elle a un rôle beaucoup plus important en France, où elle peut saisir le juge. C'est quand même extrêmement important, c'est-à-dire que même sans avocat, vous pouvez avoir l'autorité centrale qui saisit le juge parce qu'elle représente l'État et donc elle cherche un respect des règles de droit. Alors qu'aux États-Unis, l'autorité centrale ne peut que guider le parent délaissé et le mettre en lien avec des avocats pro bono notamment. Mais alors je vous dis, par exemple, j'ai été contactée par des clients pendant la crise sanitaire parce que les avocats pro bono ne travaillent plus pendant la crise sanitaire. Et donc les gens se retrouvent dans des situations terribles parce qu'ils n'ont pas d'autre moyen pour saisir le juge que de prendre un avocat, et ce sont des procédures qui coûtent, je pense qu'il faut compter à minima $50 000. Donc pour obtenir le retour de son enfant, c'est vrai que ce n'est pas une procédure qui est accessible à tout le monde. Anne-Carole, je te laisse parce que je sais que, intervenir si tu veux sur ces points, parce que je sais que tu as eu plusieurs dossiers d'enlèvement international aussi en France que tu as gérés, si tu veux rajouter quelque chose. Alors, je voulais juste des points d'actualité. Tes explications étaient très claires, mais sur le droit de visite et d'hébergement, enfin l'impact de la crise sanitaire sur le droit de visite et d'hébergement, malheureusement, lorsqu'on est séparé, qu'on est aux États-Unis, français aux États-Unis ou américain aux États-Unis, mais que l'autre époux ou l'ex-époux est en France ou l'autre parent est en France, se sont posées des problématiques d'exercice du droit de visite et d'hébergement avec cette crise sanitaire et ces blocages. Donc, il y a vraiment, et aussi ces blocages de la justice, parce que Hélène pourra en témoigner, mais en France, il y a eu vraiment plusieurs mois où la justice était totalement à l'arrêt, à l'exception justement de ces problématiques d'enlèvement international. Mais il est vrai qu'on s'est retrouvé avec des situations où des gens étaient bloqués, des enfants étaient bloqués d'un côté de l'Atlantique alors qu'ils devaient rejoindre leurs parents aux États-Unis, ou l'inverse, et que c'était extrêmement compliqué. En ce qui concerne l'enlèvement international, c'est l'une des seules procédures qui a été continuée, y compris durant le confinement en France. Donc c'était une bonne chose. Malheureusement, il y a aussi des difficultés matérielles une fois qu'on a obtenu une décision qui ordonne le retour d'un enfant, des difficultés matérielles d'exécution. Donc, il faut bien garder à l'esprit, surtout lorsqu'on a envie de s'expatrier ou lorsqu'on envisage éventuellement de changer de résidence, que
une fois qu'on a fixé la résidence d'un enfant dans un pays ou un autre, on va pas forcément pouvoir en repartir sans l'accord de l'autre. C'est vraiment un point extrêmement important, des questions qui reviennent de manière quasi permanente, parce que il faut le dire, il y a des situations où des gens se retrouvent bloqués alors qu'ils ont un enfant de 2 ans, jusqu'à la majorité de cet enfant dans un pays dans lequel ils n'ont plus envie de vivre. Merci Anne-Carole. Et c'est vrai que ça explique aussi le recours très très important à la médiation pendant le confinement, parce que ne pouvant pas saisir un juge, les gens ont bien dû trouver d'autres moyens et doivent apprendre à s'entendre. Comme ça, de plus en plus, ça va être... Oui, pardon. C'est vrai qu'en plus, il y a vraiment un développement important à venir de la médiation internationale en particulier, qui est à envisager aussi en cas de difficulté. Et cette crise sanitaire nous amène à parler de choses moins faciles, qui sont liées à l'incapacité, à la maladie. Là aussi, on a eu récemment beaucoup de questions avec qu'est-ce que je fais? Je suis aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe si je suis malade? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on vous invite tout de même. Alors, il y a finalement des systèmes assez similaires en France et aux États-Unis. En France, vous pouvez faire ce qu'on appelle une désignation de personne de confiance. Donc ça, je vais d'abord évoquer les questions de santé plus particulièrement. C'est important juridiquement que vous puissiez désigner quelqu'un qui pourra prendre une décision pour vous si jamais vous n'êtes pas en état de la prendre, là sur le plan strictement médical. Donc, en France, c'est la désignation de personne de confiance. Généralement, à chaque fois que vous êtes hospitalisé, on vous la demande. Et aux États-Unis, c'est l'équivalent est le Healthcare Proxy. Vous avez aussi la possibilité en France pour tout ce qui est médical, c'est-à-dire don d'organes, acharnement thérapeutique ou non, soins, enfin type de soins, de faire ce qu'on appelle des directives anticipées, ce qui correspond au Living Will des États-Unis et de New York. Alors, on peut malheureusement là pas détailler non plus dans le cadre de cette conférence, mais je vous invite, si vous avez des questions particulières à ce sujet, soit à nous les poser, soit à nous recontacter ou contacter d'autres professionnels, parce que ça peut être important à envisager actuellement. Sur un plan plus patrimonial, mais également dans lequel vous pouvez aussi, de manière plus générale, en fait, anticiper votre fin de vie. Et là, on est bien au-delà, évidemment, de la crise sanitaire, parce qu'on est tous concernés, et c'est finalement pas complètement dans les mœurs encore aujourd'hui. C'est de prévoir auprès d'un notaire. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un mandat de protection future, qui vous permet d'anticiper énormément de choses sur comment vous voulez vivre, ce que vous voulez faire, qui prendra les décisions patrimoniales pour vous, qui prendra les décisions concernant votre santé, etc., etc. Ce qui peut être très important non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants ou votre entourage ou les personnes qui seraient susceptibles de s'occuper de vous en cas d'incapacité. Donc, équivalent du mandat de protection future aux États-Unis, c'est le Power of Attorney. Et avec la question, il y a aussi d'autres types d'actes, mais avec la question de la reconnaissance de ces actes de l'autre côté de l'Atlantique, alors attention, effectivement, il vaut quand même mieux, parce que vous imaginez un médecin, si vous lui amenez un médecin français, un healthcare proxy signé à New York, il va pas comprendre, et la réciproque est vraie. Donc, il vaut mieux en réalité faire ces actes précis de chaque côté de l'Atlantique. Il est vrai que le Power of Attorney américain est reconnu dans une certaine mesure en France, donc il y a quand même des choses qui peuvent être possibles de faire uniquement côté américain lorsque vous vivez aux États-Unis, mais globalement sur ces points-là en particulier, c'est pas ce qu'on conseille tout le temps, mais sur ces points-là en particulier, il vaut vraiment mieux faire quand on a des liens avec la France et les États-Unis, essayer de régler, d'anticiper les choses dans les deux pays. Et alors, une question qui nous est posée, de savoir s'il vaut mieux anticiper ça du côté français ou du côté américain, en citant justement le cas de Johnny et ce qui. Alors oui, ça c'est la succession, ça. On verra. Ça, c'était les questions successorales. On verra ça ensuite. Mais c'est un petit peu ce que je viens de dire. Enfin, sur le plan, pour faire le parallèle avec l'histoire de Johnny, c'est des questions successorales. Mais globalement,
sur cette question de la fin de vie et de la maladie, il vaut mieux faire ça. Alors évidemment, en essayant d'avoir des conseils qui travaillent ensemble pour voir qu'il n'y ait pas de dispositions contradictoires, bien sûr, mais il vaut mieux quand même. On n'a pas de capacité de divination, mais quand on sait qu'on va probablement finir sa vie côté américain, eh bien, on essaye de faire en sorte que tout soit bien côté américain et puis on le fait valider côté français pour voir si ça pose pas de problème d'application si jamais on a des biens ou des héritiers ou des personnes concernées en France. Merci Anne-Carole. Je crois que tu dois encore. Voilà, je vais enchaîner sur une autre question. Enfin, sauf si Hélène, tu as peut-être des remarques à faire à ce sujet d'ailleurs. Non, c'était très bien. D'accord. Sur la question de la protection des mineurs, parce que justement, enfin, on parle de maladies, de crise sanitaire, mais que se passe-t-il pour les enfants lorsque les parents sont décédés et ne sont plus là ou alors incapables et ne peuvent pas les prendre en charge? Donc, il y a aussi bien côté américain que côté français, il y a une procédure systématique de saisine du juge des tutelles qui va respecter l'intérêt de l'enfant. Mais on a fait ce point-là en particulier parce que la question se pose beaucoup pour les familles françaises aux États-Unis. C'est que se passe-t-il si on décède dans un avion tous les deux alors qu'on a laissé nos enfants soit en France, soit aux États-Unis et qui sont résidents aux États-Unis. Enfin, la question d'ailleurs est encore plus vraie lorsque les enfants sont restés aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe si on n'a aucun contact, si on n'a rien prévu? Est-ce qu'ils vont aller en famille d'accueil ou être placés auprès de foster care? Alors, oui, on incite à prévoir un testament. Ce testament, il doit à la fois désigner un tuteur temporaire aux États-Unis qui pourra prendre en charge votre enfant et également désigner un tuteur en France si vous voulez que votre enfant entre en France, qui pourra prendre en charge les enfants. Vous avez la possibilité d'ailleurs de désigner 2 personnes différentes pour les intérêts patrimoniaux et les intérêts plutôt la vie de l'enfant, le quotidien de l'enfant. Mais c'est des questions qu'il faut impérativement régler en amont parce que sinon, effectivement, il est compliqué pour un juge américain d'ordonner sans rien comme ça dans le vide le retour d'un enfant en France. Et puis surtout, matériellement, si vous n'avez pas prévu que quelqu'un prenne en charge vos enfants, c'est un vrai problème le temps que l'entourage français vienne aux États-Unis. Est-ce que tu veux faire une précision on a quelques questions qui commencent à arriver qui sont un peu plus généralistes. Oui. Juste, il est 42, donc juste pour savoir et vous rappeler voilà, qu'on puisse répondre aux quelques questions, mais pas de problème, continuez et on passera aux questions par la suite. Alors, on va passer très brièvement à la dernière partie qui est relative à la succession et je te laisse la parole, Hélène, pour la loi applicable. Je te remercie. Donc, effectivement, sur les successions, alors je vais le faire rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut comprendre que les États-Unis, pays de droit anglo-saxon, et la France, pays de droit civil, on a une approche de la succession très différente. Première grande différence, en France, quand on décède, le patrimoine de la personne qui décède est transmis automatiquement à ses héritiers, qu'ils soient désignés par la loi ou qu'ils soient désignés dans un testament. Aux États-Unis et notamment à New York, le patrimoine de la personne qui est décédée tombe dans ce qu'on appelle le estate, la succession, qui est une entité juridique qui est représentée par un exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire va gérer ce patrimoine en fonction de la loi ou en fonction d'un testament s'il y en a un, et va ensuite transmettre le patrimoine aux bénéficiaires, mais qui ont un rôle, qui n'ont d'ailleurs pas de rôle et qui interviennent vraiment en fin de parcours, parfois des années plus tard, ils récupèrent leur patrimoine. C'est vraiment l'estate qui va être géré. Autre grande différence, en France et d'ailleurs en Europe de manière générale, parce que ça suit une réglementation européenne, la loi qui s'applique au patrimoine, enfin à la succession, est la même que les biens soient des biens meubles, c'est-à-dire biens meubles, c'est autant les chaises, les tableaux que les comptes bancaires, ou aux biens immeubles. Voilà, donc c'est la même loi qui va s'appliquer, c'est-à-dire la loi de la dernière résidence du défunt. D'accord ? Exception, et c'est là peut-être que la question de Johnny intervient. Quelle est la dernière résidence du défunt? C'était tout le problème de Johnny. Est-ce que c'était la Californie ou est-ce que c'était la France? Tout le sujet était là. Et 2, une personne, par exemple de nationalité américaine, peut désigner
et ce sera opposable aux juridictions françaises, la loi de sa nationalité, donc la loi américaine, enfin la loi de son État, peut être appliquée en France si ça a été précisé dans un testament, parce qu'il faut que ce soit la loi de sa nationalité et qu'elle soit expressément désignée dans un testament. Dans les pays anglo-saxons comme New York, enfin comme l'État de New York, il y a une dichotomie entre les biens meubles, où on applique, comme en France, la loi du dernier domicile du défunt. Après, il y a toute une question sur qu'est-ce que le dernier domicile, combien de temps on y a vécu, enfin c'est tout un concept. Et les biens immeubles, où c'est la loi de la situation de l'immeuble qui va trouver à s'appliquer. Donc, vous décédez à New York, vous vivez à New York depuis 20 ans, vous décédez à New York appliquera la loi, et vous n'avez pas fait de testament, New York appliquera la loi de New York à tout votre patrimoine mobilier mondial, et en revanche, appliquera la loi, si vous avez des biens immeubles en Floride, renverra à la compétence de la Floride pour ces biens immeubles, et à la compétence de la France sur ces biens immeubles, sauf choix de loi applicable, si vous êtes de nationalité américaine. Et c'est très important parce que ça veut dire qu'en France, la France opposera la réserve héréditaire, qui n'existe pas ici aux États-Unis. Donc ça, c'est très important. Donc, à défaut de testament, la France protège les enfants. C'est ce qu'on appelle donc la réserve héréditaire. Elle est plus ou moins importante en fonction du nombre d'enfants. À New York, en revanche, on protège, et dans la plupart des pays, des États américains, on protège l'époux survivant. Donc, l'époux survivant peut aller contre un testament qui le déshériterait. L'époux survivant peut aller contre ce testament et exiger sa part qui est à New York fixée à au moins $50 000 ou un tiers de la succession. La seule chose, c'est que l'époux survivant peut avoir, à la différence de la réserve héréditaire, l'époux survivant peut renoncer à ce droit dans un acte, que ce soit un prenup ou que ce soit un simple waiver. Il peut en amont renoncer à ce right of election, alors que les enfants ne peuvent pas renoncer en amont à leur réserve héréditaire. Ils peuvent renoncer au moment du décès, mais pas en amont. Évidemment, ça c'est les grands principes. En France, on ne déshérite pas les enfants. À New York, sauf accord de l'époux, on ne déshérite pas l'époux. Évidemment, dans la pratique, il y a beaucoup de possibilités de contournement. En France, l'assurance vie est un mécanisme qui permet, tout ce que vous mettez dans l'assurance vie n'est pas soumis à la réserve héréditaire. Aux États-Unis, c'est par exemple le trust. Par exemple, tout ce que vous acquérez jointly. Si vous acquérez un bien immobilier avec votre époux, sachez qu'à votre décès, ce bien immobilier passe dans son intégralité à l'époux survivant. Il y a beaucoup de moyens de contourner. Alors après, il y a aussi les comptes bancaires. On peut désigner un bénéficiaire. Ça ne se fait pas en France, mais ça se fait aux États-Unis. Un bénéficiaire du compte. Si vous désignez votre belle-sœur, l'époux survivant ne pourra pas aller contre ce choix que vous aurez fait. Et finalement, sur le testament, donc le testament qui est fondamental tant pour la gestion de votre patrimoine, des choix de la loi applicable, que pour la question de vos enfants, et j'y reviens, ça doit être fait dans un testament. C'est un outil qui est absolument indispensable à partir du moment où vous avez des liens, que ce soit des liens personnels par votre nationalité ou par de multiples résidences ou par votre patrimoine, la localisation de votre patrimoine. Il est absolument fortement conseillé de rédiger un testament. Là, je viens à la question que tu abordais un peu en amont, Clément. À la différence des questions de choix de vie, là, souvent, on va dire, ça dépend des cas, mais souvent, on ne va rédiger qu'un seul testament. Parfois, de façon relativement limitée, on va encourager les personnes à faire 2 testaments qui doivent clairement être rédigés avec des conseils qui travaillent ensemble pour être sûr que l'un ne contredit pas l'autre. Mais la plupart du temps, on aura un seul testament. Quant à la question du testament international, on nous interroge souvent là-dessus. Pour l'instant, on encourage plutôt les gens à faire attention parce que c'est un outil qui n'est pas reconnu partout et notamment, il n'est pas reconnu à New York. Voilà, je te laisse conclure, Anne-Carole. Oui, très, très rapidement. Effectivement, on avait ciblé quelques recommandations. La vigilance sur les décisions relatives aux enfants, ça, on vous en a parlé. Effectivement, pensez qu'un changement de résidence, ça veut dire une possibilité d'y être bloqué parfois. Il faut toujours vérifier le régime matrimonial et l'état du patrimoine. Et ça, c'est important de le faire à chaque changement de résidence, y compris aux États-Unis, quand on change d'état. Donc, si vous résidez en Californie, que vous venez vous installer à New York, attention, les règles ne sont pas les mêmes. Il faut évidemment désigner un tuteur pour vos enfants
Si jamais vous n'avez pas de famille proche aux États-Unis et que vous envisagez un retour en France en cas de décès des deux parents, pensez donc à votre testament et je vous le disais tout à l'heure, attention, pour tous les expatriés qui bougent énormément dans le monde, il faut systématiquement revoir toute la situation familiale à chaque changement de résidence. Voilà, je crois qu'on peut passer aux questions. Merci beaucoup à vous deux. Je pense que oui, effectivement, il y a aussi beaucoup de questions à vous poser en direct. C'est vrai que ça peut être un peu sensible, mais on a en tout cas une première question. Alors, pas sur les décès, mais plutôt sur l'adoption. Un couple franco-américain, j'imagine, qui envisage d'adopter des enfants entre 10 et 18 ans via le Foster Care System de Floride. Est-il difficile d'obtenir la nationalité française pour les enfants? Alors, il faut impérativement respecter les règles d'adoption internationale françaises pour pouvoir l'obtenir. Il faut vraiment que ce soit une adoption qui sera reconnue en France, en fait. Donc ça, il faut faire très attention. C'est extrêmement compliqué. On ne peut pas évoquer toutes les règles de l'adoption internationale. Mais effectivement, il faut déjà que le lien de filiation soit reconnu par la France. Et l'adoption, parce qu'en réalité, il y a deux types d'adoption en France, l'adoption simple et l'adoption plénière. Et ce qui correspond pas forcément totalement au type d'adoption aux États-Unis. Donc, il faut bien faire attention, se renseigner et surtout essayer de rentrer bien faire les démarches pour l'adoption internationale. Mais c'est possible. Ok, d'accord, merci. Alors, Chrissy nous demande aussi si le PACS est reconnu aux USA ou en tout cas, est-ce qu'il existe un équivalent? Il existe un équivalent, mais en revanche, le PACS, on invite les personnes à revoir, c'est pareil, autant le mariage, c'est la même institution, là, ce sont des institutions différentes, donc on invite les personnes à éventuellement reprendre des actes aux États-Unis, parce que ça, on ne peut pas être à l'abri qu'un juge dise qu'il ne veut pas appliquer les règles du PACS. En gros, le PACS, ça crée une indivision entre le couple, et donc, il n'y a vraiment pas de garantie. Donc, je pense que c'est beaucoup plus sage de revoir et dans chaque État, il y a des systèmes équivalents, mais de reprendre un acte local selon l'État où vous êtes. D'accord. Ok, merci. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres précisions que vous vouliez apporter, des questions qu'on vous pose peut-être un peu fréquemment, que vous n'auriez pas abordées juste avant dans la présentation. Je vous ai peut-être un peu pressé avant. Mais, non, je pense que effectivement, on a souvent, je l'ai encore eu ce matin, des clients qui nous disent j'ai la sole custody, donc je veux aller m'installer, je sais pas, en Thaïlande. Voilà, ça c'est très important. Vos enfants ne sont pas vos enfants à partir du moment où vous êtes séparés. Vos enfants, autant quand on est dans un couple qui n'est pas séparé, vous avez un grand pouvoir sur la vie de vos enfants, autant à partir du moment où vous êtes séparés, le juge est fondamental, hors accord avec votre partie évidemment, et l'intérêt de l'enfant, c'est compliqué parce que tout le monde parle d'intérêt de l'enfant, mais l'intérêt de l'enfant, c'est une notion relativement subjective, assez floue pour ne pas dire le contraire. L'intérêt ne sera pas forcément le même selon le juge. C'est vraiment un grand critère d'appréciation, donc par essence subjective. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de vous entendre sur ce qui concerne l'avenir de vos enfants. Et s'il y a des questions de violence ou de domination, vraiment, faites appel à un juge avant de vous retrouver dans une situation où c'est trop tard, parce que le juge, encore une fois, il a des limites, que ce soit des limites actuellement avec le Covid où vous saisissez un juge et vous n'avez pas d'audience avant 3 mois, ou que ce soit une limite de temps pour gérer votre dossier. Donc, soyez vigilants sur vos enfants. Et je pense que sur le testament, on ne peut pas assez souligner l'importance de faire un testament. En France, aux États-Unis, c'est fait par un avocat. En France, ça peut être fait soit par un avocat, ça peut être fait par vous-même, mais un avocat peut vous orienter ou un notaire. Les deux sont possibles. D'accord. Avec le point que effectivement en France on peut faire un testament sur un bout de papier et puis ce qu'on appelle testament holographe, ce qui est quand même déconseillé si on veut régler le sort de ses biens aux États-Unis parce que c'est pas reconnu aux États-Unis. Hélène, tu me le confirmes. Enfin, disons qu'un testament holographe qui aura été fait correctement en France sera en principe reconnu aux États-Unis parce que localement il a respecté les formes locales.
Mais bon, vous n'êtes jamais à l'abri qu'un juge se dise mais qu'est-ce que c'est que ce truc, il vaut mieux faire plus attention que moi. Très bien. Je pense qu'on est voilà. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez des questions sur vos enfants. Oui, s'il y a d'autres questions effectivement, j'imagine qu'il peut y avoir des questions plus compliquées ou d'ordre privé qu'on pourrait être à même de traiter dans le cadre de rendez-vous. Absolument. On va partager après vos QR codes, mais il y avait peut-être une précision aussi à apporter sur le trust. Dans un cas, donc ce sera pour des couples qui sont déjà installés aux États-Unis, ou alors c'est quelque chose qui peut s'anticiper pour des couples qui vont être amenés à s'expatrier. Alors, le trust, quand on est français, c'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où. Est-ce que peut-être tu peux juste rappeler ce qu'est le trust? Oui, alors le trust, c'est un mécanisme que les Américains utilisent beaucoup dans le cadre justement de la préparation de leur fin de vie ou de la succession. Pourquoi? Parce que ça permet en fait de désigner un tiers qui gérera les biens au nom de bénéficiaires. La difficulté de ce mécanisme, c'est qu'en France, c'est vu comme un outil de fraude fiscale. J'exagère un petit peu, mais on n'en est pas loin, et que la fiscalité du trust, c'est 60%. C'est un peu donc dans le cadre d'une succession. Si un bénéficiaire est français ou si dans le trust figurent des biens immeubles français. C'est donc une grosse difficulté et c'est la raison pour laquelle lorsque si vous décidez d'anticiper votre succession et que vous avez envie, et souvent ce qui peut être intelligent quand on est dans un cadre strictement américain, c'est d'utiliser cet outil trust. Donc les avocats américains vont vous le proposer. Il faut faire bien attention dans la mesure où en France c'est pas forcément une très bonne idée. Alors après vous pouvez il y a des moyens quand même de contourner cette fiscalité si il y a d'autres possibilités, mais vraiment le trust c'est à manier avec précaution quand on a des liens avec la France. D'un point de vue fiscal essentiellement, d'un point de vue civil, c'est connu en France, mais c'est vraiment la fiscalité qui est. C'est une institution. Pardon, oui, c'est une institution qui est pas connue en France en fait. Ça n'existe pas le trust en France, donc on essaye de l'adapter à des institutions connues comme qui sont proches en droit français, mais c'est pas du tout connu. Alors ils l'appliquent, ils le reconnaissent civilement, mais fiscalement, ça peut avoir des conséquences douloureuses. D'accord. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces précisions. Merci pour cette présentation. On va partager vos QR codes pour prendre rendez-vous directement avec vous, que ce soit Hélène sur New York ou Anne-Carole à Paris. N'hésitez pas à vous poser vos questions directement. Merci à vous deux encore. Merci. On vous retrouve très bientôt. Et nous, on va enchaîner. Très bien, on va enchaîner en salle 1 avec toutes les questions d'éducation, école, génération bac 2021. Il y a des choses à dire sur la rentrée 2021, avec ce contexte bien entendu. Et en salle 2, ce sera tout comprendre à la fiscalité américaine. Il y a aussi beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup.